Radio J. Sepharim, Michel Zerbib. Radio J. Sepharim, votre émission de conversation avec les écrivains sur les livres ou sur le livre. Une émission bien sûr très particulière en ce moment, comme tous nos programmes sur Radio J, compte tenu de la situation inédite, terrible en Israël avec cette guerre. Donc commencé le 7 octobre par le massacre terrible de citoyens israéliens. Et nous avons quand même le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Michel Gad-Volkovitch, qui est aussi psychanalyste, professeur de psychopathologie, avec lequel nous avons déjà eu des entretiens importants sur ses livres, sur ses travaux. Et là, il est évident, dans cette émission, nous allons beaucoup essayer de réfléchir avec vous sur les conséquences, on peut dire psychologiques évidentes, que ce traumatisme a causé sur non seulement les Israéliens, mais aussi, on peut dire, non seulement les Juifs également, mais les autres qui ont assisté à cette affaire. Bonjour, professeur Michel Gad-Volkovitch. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Si je vous demandais en quelques secondes, en quelques lignes, de vous présenter à nos auditeurs, vous diriez quoi? Oh, écoutez, qu'est-ce que je peux dire sur cette chaîne? Je peux dire que je suis un petit juif, né de parents, comme certains le savent, de parents venant de Pologne avant la guerre, qui ont vécu la Shoah comme beaucoup d'autres, qui sont revenus, sinon je ne serais pas là, qui ont travaillé dur pour autant qu'ils avaient du travail, comme dans les schmattès. Mon père faisait des chemises, coupait des chemises, etc. Ma mère travaillait avec lui et moi j'ai étudié dans leur atelier c'était le bonheur. Et je jouais aux échecs en même temps avec mon père que j'étudiais jusqu'en médecine. Et et je peux dire qu'heureusement, ils sont plus là pour voir ce qui se passe. Parce que, comme vous, Michel, et comme d'autres, nos slogans conjuratoires qui étaient plus jamais ça, malheureusement, le ça est là. On volait en éclats ce serment de plus jamais cela. Ouais. Vous le dites d'ailleurs dans une tribune que vous avez écrite pour le journal Tribune Juive. Oui. Vous dites énorme traumatisme pour tous, le pire cauchemar que tout le monde craignait, scène horrible, des humaines, déchaînement de barbarie, situation terrifiante, très inquiétante pour les prochains temps. Et vous dites, c'est le titre d'ailleurs, le cauchemar du retour incroyable des pogroms de jadis. Et vous rajoutez sur notre terre. Voilà, bien sûr, sur notre terre. Écoutez, j'ai fait une erreur là, en parlant d'inimaginable, ce qu'on ne pouvait pas imaginer. Oui. Je ne sais pas vous, Michel, mais moi, ça m'est arrivé de faire ce cauchemar diurne, conscient, qu'effectivement, un jour, les Arabes qui nous entourent en Israël pourraient envoyer toute leur population à toutes les frontières et nous envahir et faire ce qu'ils ont fait. Et donc, je pense que l'un des aspects du traumatisme, si on peut dire le traumatisme, je pense que le traumatisme qu'on vit tous est fait de tas de petits ou de grands traumatismes qui se cumulent et qui sont de nature différente. Celui-là, puisque j'en parle, c'est celui qu'en fait qu'on pouvait imaginer, mais qu'on ne voulait pas croire. On ne voulait pas y croire, mais on pouvait l'imaginer. Je ne sais pas vous, Michel, si vous avez déjà imaginé ce scénario où pas seulement d'envoyer des terroristes qui passent au-dessus de la frontière comme ils l'ont fait de façon... Oui, ça c'est le plus grand cauchemar qu'on refoule, évidemment. Voilà. Et on a imaginé beaucoup, enfin j'en ai parlé avec des gens, beaucoup ont imaginé ce que moi j'ai imaginé dans le pire cauchemar, mais qui était encore une fois diurne, qui n'était pas nocturne, qui est qu'un jour ils pourraient envoyer, comme ils en ont effectivement rien à foutre, comme vous le savez, et comme certains commencent à le comprendre, mais d'autres résistent encore à le comprendre, ils en ont rien à foutre de leur population. Et ils pourraient envoyer comme ça, du nord, du sud, de l'est, etc., toute leur population sur Israël. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça s'est passé un peu comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, l'un des aspects du traumatisme, c'est au fond qu'on a voulu conserver ce qui est refoulé, comme vous le dites très bien, ce qui était imaginable dans nos pires cauchemars, et qu'on a voulu toujours penser comme inimaginable. Une sorte de retour du refoulé, des fins fonds de... D'ailleurs, à l'heure où nous nous parlons, nous diffusons cette émission, c'est quelques jours après
le grand massacre, on peut dire, le dernier grand massacre de Juifs après la Shoah. Même s'il y en a eu d'ailleurs un, on l'oublie toujours, celui de Kielce en 1946. On est dans cette situation, Michel Gad-Volkovitch, où on est encore dans l'idée, mais est-ce que ça s'est vraiment passé? Absolument, c'est des réels, c'est encore des réels. On a tous eu ce moment de sidération, on n'y croyait pas, hein. On était paralysés, on ne pouvait plus penser, on se demandait, etc. Et puis, petit à petit, malheureusement, il a fallu réaliser. Et je pense qu'on était pétrifiés. Je crois qu'on n'est pas les seuls. Nos dirigeants en Israël, ou en tout cas, etc., l'étaient aussi. Bon. Donc, effectivement, c'était le retour d'un refoulé imaginable. Le traumatisme, évidemment, du nombre de morts est terrifiant. Le traumatisme de la façon dont ça s'est passé est encore plus terrifiant, j'allais dire, pas seulement le nombre, parce qu'un nombre reste un nombre, même si on est tous solidaires et qu'on pense à toutes les familles qui ont des gens tués, que ce soit des soldats ou des civils. Mais effectivement, la façon dont ça s'est fait, qui effectivement était la façon la plus barbare, et que les images nous ont fait imaginer. Pour la première fois d'ailleurs, les Israéliens qui d'habitude ne montrent pas les morts, hein, et Oui. c'est comme ça qu'on a perdu la guerre des images pendant longtemps. Les Palestiniens, effectivement, en usent, en abusent. Le respect du corps. Le respect du corps, le respect, oui, de la vie chez celui qui s'en va, et la dignité. Là, au fond, les Palestiniens, dans leur triomphe, dans leur toute-puissance, peut-être aussi dans leur jouissance, et dans la certitude que finalement, on leur a tellement, on les a tellement dénommés des jeunes innocents par l'Europe, hein, qu'ils étaient sûrs aussi qu'on continuerait à les excuser et à les aimer. Ce qui commence à venir, mais qui pendant quelque temps n'a pas été le cas. Et donc, par cette toute-puissance jouissive, c'est eux-mêmes qui ont commencé à envoyer les images de ce qu'ils ont fait, hein, avant que des témoins aient pu effectivement faire circuler. Ce qui a effectivement troublé un peu, pendant un temps, un certain nombre d'Occidentaux et de Français. Alors les scènes sont inouïes, bien sûr nos auditeurs apprennent chaque jour des massacres dans le raffinement, si on peut dire, terrible qui s'apparente à ceux des nazis. C'est vrai. Donc, si vous êtes là aussi avec nous, Michel Gad-Volkovitch, on abordera l'aspect aussi politique en Israël et en France, les retombées en France. Mais d'abord, votre métier, c'est psychanalyste, mais c'est d'abord médecin, psychiatre, professeur de psychopathologie. Alors, quel type, finalement, de traumatisme, quel type de réaction vont conduire finalement ceux qui nous écoutent, ceux qui ont été bouleversés? Quel est le type de, on peut dire, de problème qui va se poser? Ouais. Alors, je voudrais compléter un peu ce que j'ai dit sur les strates qui composent le traumatisme et qui est fait de tas de blessures, de faillites, d'entames, on pourrait dire, à la fois individuellement et collectivement. Il y a effectivement ce qu'on a vu, ce qu'on connaît, etc. Et puis, il y a ce sentiment quand même d'impuissance, de détresse, d'impuissance, que tout le monde a vécu, hein, et qu'on a vécu à la fois personnellement, mais qu'on a senti aussi, puisque ça a été un vide abyssal pendant quelques heures, qu'on a senti aussi dans l'armée et à l'échelon politique. Il y a eu une faillite collective, militaire, politique, à quoi on ne s'attendait pas du tout, hein. Et quand on perd, à la fois on est traumatisé par ce qui se passe, mais que le traumatisme inclut aussi la perte de confiance dans les nôtres, dans ceux qui nous représentent, dans les références, etc., ça rajoute. C'est un peu comme des enfants, si vous voulez, qui n'ont plus confiance dans leurs parents pour les protéger, qui nous ont raconté qu'on était hyper puissants, qu'on était vigilants, qu'on connaissait, qu'on avait les renseignements, etc. Ça rajoute au traumatisme. Ah oui, ça rajoute au traumatisme, parce qu'on est dans une position totalement de perte de confiance, des marqueurs, des repères sur lesquels on s'appuie. Comme je disais dans l'article que Michel, vous avez bien voulu rementionner, là, dans Tribune J, je disais qu'au fond, dans la guerre de Kippour, par exemple, on était une armée. Alors, on avait peur de perdre. On a perdu beaucoup de gens. On avait peur de perdre la guerre à un moment. C'était la panique, etc. Mais on était quand même
dans l'armée, il y avait un État qui existait, il y avait un gouvernement qui s'est rétabli, l'armée aussi, etc. Et donc, on appartenait à quelque chose. Et ce quelque chose, c'était finalement un groupe qui était le commando, un groupe plus important, un ensemble plus important qui était l'échelon militaire, et puis un échelon politique qui s'est ressaisi, etc., etc. Donc, on continue à appartenir à un groupe. Dans ce qui s'est passé là, effectivement, il n'y avait plus rien. Tout le monde était perdu, il n'y avait plus de référence. Oui, parce que plus de là, repères, c'est une référence aussi plus personnelle. Vous dites que vous étiez à l'époque sur le Golan. Oui, écoutez, j'étais, vous savez, à l'époque, les rentrées universitaires se faisaient plus tard. Je ne sais pas pourquoi je dis le 18 octobre, mais peut-être c'est pas ça, mais plus tard que maintenant, où c'est le début, Oui, c'était toujours fin octobre. Et donc, de temps en temps, quand je pouvais, j'allais dans mon kibbutz, enfin le kibbutz de ma Plouga au Dror, qui était à Michel-Raneguer. Et donc, j'étais là-bas à ce moment-là. Et puis, il y a eu la guerre de Kippour, et puis les gens du kibbutz ont été évidemment appelés très rapidement. Et nous, les francophones qui étions là au mouvement, qui avions appris à manier le bâton, etc. Un petit peu autre chose, le Krav Maga, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, etc. Bon, finalement, on a été tous volontaires, on y a été. Donc, on a été intégrés et on a été effectivement sur le Golan et on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Mais là, c'était, comme vous le dites, Michel Gad-Volkovitch, il y avait l'idée que Israël avait les moyens de se défendre lui-même. Voilà. Et lui-même, on s'est défendu, mal d'abord, mieux après. Et on appartenait tous ensemble au même truc. Et il y avait des référents qui commandaient, qui se sont trompés au départ, mais qui ont repris. Là, au fond, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Les gens se sont sentis, à mon avis, il faudrait demander l'avis des gens, mais enfin, on a vu ce qui s'est passé. Ils se sont sentis totalement abandonnés, totalement seuls, n'appartenant plus à plus rien, sans plus de référence du tout, ni groupal, ni de commandant. Avec les images réelles ou symboliques, on voit des petits-enfants. Ça nous a ramené à la Shoah, bien sûr, de façon brutale. Et cette question, bien sûr, vous travaillez chaque jour sur cela, professeur Volkovitch, l'idée un viol, en fait, un viol continuel, un viol qui a touché aussi les communautés juives dans le monde, mais pas seulement. Je crois aussi que beaucoup de nos compatriotes, par exemple, ont été effrayés. Ouais. Absolument. Bon, et c'est vrai que ce qu'on a appris, qui a été fait, ce qu'on a vu aussi, dépasse effectivement tout ce qu'on peut imaginer, toutes les frayeurs, effectivement, qu'on peut imaginer qui puissent arriver. Et on sait maintenant, je crois, que c'était pas du tout une folie des gens, c'était très organisé, des terroristes, enfin, je sais pas comment les appeler, de ces monstres. C'est très organisé, on a retrouvé, je crois, sur certains terroristes, assassins, on a retrouvé des modalités d'opération, des modalités, comment sadiser, comment attacher un enfant pour qu'il voit comment on viole sa mère, comment on tue les parents, et après on va le décapiter lui, enfin... C'était très organisé. Ils ont suivi le mode d'emploi comme faisaient peut-être les nazis, etc. Là, effectivement, la jouissance s'exprimait autrement. Là-bas, la jouissance chez les nazis s'exprimait par une sorte de froideur et de contrôle de leur psychisme et du psychisme de l'autre. Là, leur jouissance ici, narcissique, était plutôt dans le triomphe et dans l'exhibition et dans le... Alors, c'est une des différences... Mais c'est le type de narcissisme qui est le même, évidemment. Oui, mais la différence, par exemple, sur la communication, les nazis, comme vous dites, jouissaient aussi d'une certaine manière, mais plus froide. Les Hamasnikim, là, on pourrait dire comme ça, ces terroristes, oui, il faut trouver un nom à ces gens-là. Ouais, je sais pas comment les appeler. Eux veulent montrer, alors que les nazis voulaient cacher. C'est quoi la différence selon vous, Gad-Volkovitch? Alors, je crois que les nazis, je sais pas s'ils voulaient cacher pendant un certain temps, ils ont voulu cacher à la fin. Hein. Pendant un certain temps, je crois que c'était pas leur problème de cacher. Leur problème, c'était, au fond, d'éliminer le peuple juif pour prendre leur place d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il soit le peuple éternitaire, qu'il soit le peuple élu, le peuple le millénariste, hein, le peuple éternel, etc., pur et éternel. Et donc, éliminant le peuple juif, c'était éliminer une antériorité, c'était éliminer un rival, effectivement, j'allais dire historique, éliminer l'histoire, hein, l'autre. Ici, c'est la même chose. Hein, c'est ce que moi j'appelle un délire de filiation. C'est le même délire de filiation chez les islamistes qui est effectivement, quand ils coupent les têtes, ils coupent des filiations. Hein, et d'ailleurs, rien n'a existé avant eux, ou alors c'était des erreurs de la nature. Hein, le judaïsme, le christianisme sont des erreurs de la nature. La vraie religion révélée, c'est effectivement l'islam. Donc il y a le même révisionnisme,
le même négationnisme de l'histoire, et le révisionnisme et le négationnisme sont consubstantiels de l'extermination. Le but, effectivement, c'est d'exterminer pour prendre la place. Il faut toujours penser ça. On prend la place, et pas seulement pour tuer. On prend la place, pas seulement du terrain, mais le terrain fait partie. Oui. Voilà, on se substitue à l'autre pour l'éliminer de l'histoire, pas seulement l'éliminer physiquement. Et on l'élimine aussi comme témoin que quelque chose a existé avant nous, qui a une autre origine, que l'origine est une construction, et pas du tout, ça part de nous, et ça sera toujours comme ça. On est dans le même délire de filiation. Hein, c'est une sorte d'auto-engendrement. Hein, d'où effectivement le fantasme de tuer les femmes enceintes, de tuer les mères, etc. Hein, ou de les convertir, comme vous avez vu sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui ont dit, sur des photos de jeunes femmes israéliennes, convertis-la, et après tu lui fais un enfant, et on aura de beaux enfants, parce qu'elle était, etc. Ouais. C'était la belle jeunesse d'Israël qui était massacrée. Voilà. Et pour reprendre sur le traumatisme, donc je crois qu'il y a un traumatisme individuel, un traumatisme collectif, parce que tout le monde a conscience quand même que quelque chose s'est passé qui nous a échappé. Hein, il y a une faillite, etc. Et alors je ne veux pas en faire une discussion politique du tout là, mais je crois que c'est quand même on ne peut pas ne pas lier à tous ces derniers mois, tous ces 2-3 dernières années, où il y a eu un clivage dans la société israélienne énorme, avec de la haine de part et d'autre. Vous en parlez d'ailleurs dans ce texte que je citais tout à l'heure. Alors je vous propose, parce qu'on est dans cette émission spéciale et c'est très dur, de ce dont on parle depuis le début de Sepharim, spécial sur la situation. On va, si vous le voulez bien, faire une petite pause musicale que vous avez choisie d'ailleurs pour entendre la voix, d'une des grandes voix et de l'État d'Israël, de la musique israélienne, c'est Shlomo Artzi. Ouais, je dirai pourquoi après. הנה שוב מתחיל הבוקר, שנינו שוב פוקחים עיניים. הנה שוב השיר שלך, את מתעוררת לעולם. אני קם ראשון בינינו, יש דברים קטנים עדיין. בואי ונפתור אותם כדי שיהיה מושלם. הנה שוב את מתמכרת לרגשות ומספרת שחלמת עליי בלילה, שהבאתי לך פרחים. נשיקות קטנות בבוקר, נשיקות קטנות בערב. סתכלי החוצה, הנה השמיים מאירים. רק לפעמים באמצע צחוק על הפנים משתוללת כאן סופה כמו באיסלנד. מה קורה לנו כשרע לנו בפנים? את חוזרת מהכפור, אני בא חשוף באור ומחבק אותך חיבוק שלא נגמר ולוחש. אלמלא היית כאן אין לי שום מחר. הנה שוב מתחיל הבוקר, הנה שוב פוקחים עיניים. אתה רחוק כמו סן פרנסיסקו, את אומרת תתקרב. נשיקות קטנות בבוקר, אני משק לך את העיניים ושואל תרצי קפה, ומתכוון לומר אני אוהב. כי לפעמים באמצע צחוק על הפנים משתוללת כאן סופה כמו באיסלנד. Vous écoutez Radio J, notre émission Sepharim spéciale, évidemment, situation en Israël, guerre en Israël contre le Hamas, contre tous les ennemis, évidemment, qui ont projeté d'éliminer physiquement Israël et le peuple juif. On entendait donc à votre choix, professeur Volkovitch, la magnifique voix de Shlomo Artzi, cette musique qui nous touche. Pourquoi vous avez choisi cet extrait ? Écoutez, depuis très longtemps, et aussi depuis que mes enfants sont nés, ils sont plus tout à fait tout jeunes. Tous les ans, quand on va voir un concert de
Shlomo Artzi, notamment dans l'amphithéâtre de Césarée. Ah, superbe. Parce qu'il y a une ambiance qui est incroyable, quoi. Quelqu'un qui n'a pas vu un concert de Shlomo Artzi dans ces conditions, quelqu'un qui connaît pas Israël, ne connaît pas Israël. Ça réunit toutes les générations. Ça réunit, je crois, tous les gens de tous les partis. Et c'est une ambiance incroyable, un amour du pays, à travers le fait de se réunir, de chanter avec Shlomo. Enfin, voilà, ça fait du bien de repenser à ce moment-là et de repenser à cette unité qu'il faut qu'on retrouve. Voilà, vous le disiez, cette unité, on est dans cette thématique. Dans votre texte que je cite une nouvelle fois, vous dites il va falloir rentrer évidemment dans la guerre, il faut éliminer l'ennemi, et vous dites que l'unité du peuple juif se refasse à ce prix est incroyable, mais évidemment quand on sait qu'aujourd'hui le peuple d'Israël, notamment au plan politique, s'unit, tout ça, on dépasse les clivages d'une société qui a quand même été très scindée ces derniers mois, sous un fond de vision, on peut dire, de la politique et de la justice en Israël. Là, vous pensez que ça y est, les Israéliens, c'est la mentalité profonde? Écoutez, j'espère. Je pense qu'il y a eu, j'allais dire presque une crise des institutions, crise culturelle, crise des identités. Je dis pas seulement de l'identité, mais des identités, parce qu'il y a pas mal de groupes, etc. Et qui, pour s'affirmer, pour tout ça, haïssent les autres. Enfin bon, je vais pas revenir là-dessus. Ça a été vraiment des échanges de haine, d'insultes, quand même, qu'on n'a jamais connus. Parce que, Michel, vous aussi, vous savez ça. Je veux dire, parler de politique en Israël est un sport quand même national, je veux dire, comme le basket. Oui. Peut-être plus que le basket. Et même en temps de quiétude, c'est toujours un affrontement assez rude. Mais on le fait entre amis, mais on reste amis. Je veux dire, l'essentiel, on sait que l'essentiel est là. On sait qu'on partage l'essentiel, le fond commun. Je crois que ces derniers temps, il n'y avait plus de fond commun. C'était quand même, c'est une vraie crise. Alors, on peut penser que c'est une crise d'adolescence. Quand je suis optimiste, je pense que c'est une crise d'adolescence, 70 ans. Il y a des groupes qui ont évolué, etc. Par rapport à leur génération précédente. Il y a un nouvel équilibre à trouver, etc. Maintenant, ça a été très loin. J'espère que ça pourra se faire. Et qu'on repensera et que nos leaders, les leaders là-bas, les intellectuels, les politiques, etc., seront capables, effectivement, de repenser un petit peu ce qui s'est passé là. Moi, je ne donne pas de responsabilité sur qui que ce soit, c'est pas le moment. Mais je pense que si on n'est pas capable de reprendre ça, qu'est-ce qui nous a amené ça? Pas amener le Hamas, ils sont ce qu'ils sont, malheureusement, on ne les changera pas. Mais fait qu'il y a eu, à mon avis, on peut imaginer qu'il y a eu une sorte de démobilisation dans la société à cause de ce clivage-là, qui a fait que, on sait qu'il y a des gens du renseignement qui sont partis, on sait qu'il y a des réservistes à qui on a dit de faire grève, enfin, quand même, c'est une démobilisation psychique, en tout cas. Et je crois que physiquement, il s'est passé quelque chose. Si on ne reprend pas ça très sérieusement, je crois qu'on n'aura pas fait d'expérience. On va pleurer, on va dire, voilà, on n'imaginait pas ça. Un pogrom sur notre terre, jamais on n'aurait imaginé que nos parents vont pleurer. Nos parents, nos grands-parents sont partis de Pologne, de Russie, de Tunisie, etc. Ils ont vécu ça. Et certains, en dehors des idéaux sionistes, ont été aussi en Israël, en espérant que là, il y aurait plus ça, et on retrouve ça. Je crois que ça va pas de soi. Malheureusement, ça va pas de soi. On peut dire aussi fondamentalement, Michel Gad-Volkovitch, que toutes les guerres d'Israël, et particulièrement celle-là, est une guerre de survie, une guerre existentielle. Et ça, une nouvelle fois, ça se pose dans l'histoire juive de cette manière-là. Ouais, je crois qu'elle est, j'allais dire, autrement existentielle que les autres, parce que là, on n'a pas fait la guerre. Là, on commence la guerre. Et donc, comment on va la faire? Qu'est-ce qui va se passer? Là, on a été... je crois que c'est la première fois, quand même. À Kippour, à la guerre de Kippour, on avait peur de perdre et qu'Israël disparaisse. Il y a eu des moments de perte. Dans les autres guerres, on n'a pas eu cette peur. D'abord parce que, par exemple, en 67, il y avait une politique de dissuasion. Il y avait une sorte de volonté de dissuasion. On osait. On n'ose plus. On a abandonné la guerre de dissuasion. On a géré. Oui, il n'y a plus de guerre préventive. Il n'y a plus de guerre préventive. Et comme si... c'est vrai qu'on est dans un monde où la guerre, même le mot, est tabou. C'est monstrueux. Penser qu'on doit faire la guerre, c'est... Ici, etc. Penser aux jeunes de moins de 30 ans, vous êtes un fasciste. Donc, voilà. Je crois que c'est la première fois où, justement, on a tout le monde, que ce soit en Israël, évidemment, mais aussi chez les Juifs de la diaspora,
qui ont un rapport très étroit avec Israël de différentes façons ou qui n'en ont pas, je crois que l'angoisse de l'extermination, l'angoisse de la disparition existe là. Je ne crois pas que ça existait dans les autres moments de guerre. Parce qu'on n'a pas fait la guerre. Là. On s'est fait massacrer. Des gens ont été Donc massacrés. pour vous, là, c'est un épisode totalement inédit. Oui, je crois que c'est et porteur d'inconnues terrifiantes. C'est terrifiant. Et encore une fois, j'espère que ça sera l'occasion de penser ça pour refonder quelque chose. Dans le sens où je disais tout à l'heure, peut-être il y a eu une crise d'identité importante en Israël après 70 ans, peut-être une crise d'adolescence qui va, avec les événements, nous forcer effectivement à réélaborer quelque chose en France, de notre aujourd'hui, identité collective, avec nos différences chacun. Voilà. Et donc je crois effectivement que c'est un moment tragique, au sens où évidemment les événements sont tragiques, dramatiques, mais au sens aussi où c'est un tournant presque anthropologique. Voilà, je pense que c'est inédit, effectivement. Là, si je vous repose une question comme sur un pied, vous êtes psychiatre, psychanalyste, qu'est-ce que vous dites là en ce moment? J'imagine que beaucoup de gens vous interrogent en disant mais on est désemparé, on est tétanisé, on est effrayé, on est dans la suffocation même du crime. Vous avez tendance à dire quoi pour des auditeurs français qui voient ça finalement encore de loin, mais souvent ceux qui sont à l'arrière souffrent beaucoup? Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut... je pense que l'étayage sur un groupe, le sentiment d'appartenance est très important. Hein. Donc il faut effectivement, je crois, que les gens ne restent pas seuls, parlent avec leurs amis, etc., partagent un peu leurs angoisses, partagent... ne pas rester seul et parler. Voilà, je pense que l'étayage sur un groupe qui a été perdu, encore une fois, en Israël, là, c'est pour ça qu'on en a... Enfin, je ne dis pas que c'est pour ça qu'on en est là, il n'y a pas de raison unique ni de solution unique, mais je crois qu'il faut retrouver, effectivement, y compris là, quand il y a un traumatisme. Qu'est-ce que c'est un traumatisme? Un traumatisme, c'est une effraction dans le psychique qui fait qu'on ne peut pas l'élaborer. Hein. C'est quelque chose qui était impensable ou qu'on a rendu impensable, qui est comme un corps étranger intrusif qu'on ne peut pas penser. Si on arrive à essayer de le penser, et on ne peut le penser qu'avec un tiers, qu'avec des tiers, qu'avec d'autres, on peut, ce narcissisme qui a été blessé, qui a été entamé par ce qui nous est arrivé, parce qu'on n'a rien maîtrisé, parce qu'on a subi, il faut le retrouver dans un narcissisme de groupe, c'est-à-dire on repense ensemble, on essaye de se rassembler, on essaye de se donner des idées, on essaye de se donner, voilà, etc. Je crois et d'agir, par exemple, être militant pour la libération des otages, par exemple, pour notamment soutenir une plainte pour crime contre l'humanité, contre le Hamas, que vous avez d'ailleurs signé. On peut inviter nos auditeurs encore dans notre émission à signer cette pétition importante dont nous reparlerons dans nos éditions, bien sûr. Alors c'est vrai que cette tribune qu'on a faite d'abord et qui est devenue une pétition, bon, je crois pas qu'elle va aboutir à quoi que ce soit. Une tribune dans le journal Le Monde. Dans le journal Le Monde, et c'est devenu une pétition pour porter plainte contre, etc. Mais bon, peu importe que ça aboutisse ou pas. Ce qui est important, c'est que ça rassemble, c'est que ça fait penser, c'est qu'il y a un groupe qui se reforme, c'est que les gens peuvent avoir l'impression d'être actifs en participant à ça. Ils font. Et ils signent, etc. Je crois que ça a une fonction importante. En plus que pour une fois, quelque chose soit passé dans le monde, peut-être que ça peut toucher quelques personnes qui d'habitude sont plutôt indifférents à notre destin. Oui, les autres. Sait jamais. Les autres, voilà. Les autres. Bon, faire quelque chose, ça c'est important. Voilà. Ne pas rester à subir. On aurait eu plaisir à vous garder encore avec votre sagesse, Michel Gadvolkovitch, dans cette émission Sepharim. On aurait pu aussi parler des livres comme on le fait à l'accoutumée, les livres que vous aimez, c'est le peuple du livre ou des livres, bien sûr. Je propose de terminer notre émission cette fois-ci par mon choix. Oui. C'est une chanson inédite de Serge Gainsbourg qu'on connaît maintenant et qui a été reprise par un rappeur. D'accord. Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Ça c'est historique, ça c'est génial. Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël.